Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec une info incroyable. Pour la première fois de l'histoire de l'Europe, l'Espagne et le Portugal se sont mangés un blackout, une coupure d'électricité gigantesque. Oh là là, je l'ai plein. Un voyage pour le Moyen-Âge qui a duré plus de 6 heures. De midi et demi jusqu'en début de soirée, pas d'électricité. Un blackout historique a touché toute la péninsule ibérique lundi 28 avril, Espagne, Portugal, mais aussi une partie du sud de la France plongée dans le noir. Que s'est-il passé ? À 12h30, la consommation électrique en Espagne s'effondre brutalement de moitié. Résultat, métros bloqués à Madrid, Barcelone, Valence, trains à l'arrêt, feux de circulation HS, supermarchés et aéroports paralysés. Une situation chaotique. Des milliers de personnes coincées dans des ascenseurs, des tramways stoppés en plein milieu des voies. Même les centrales nucléaires espagnoles ont dû activer leurs générateurs d'urgence. Pendant des heures, près de la moitié du pays était toujours privé d'électricité. Le Portugal aussi frappé. 750 000 foyers privés de courant. À Lisbonne, impossible de payer par carte ou de retirer de l'argent. Impact en France. Dans le Pays Basque, quelques coupures, mais rapidement maîtrisées. La France a même envoyé de l'électricité pour aider l'Espagne. Cause encore inconnue, Pedro Sanchez et Luis Montenegro parlent d'un incident grave et inédit. Hypothèses en cours. Cyberattaque, problème technique, rien n'est écarté pour l'instant. Vers 22h, seulement 50% du réseau espagnol était rétabli. Objectif, retour progressif grâce au soutien de la France et du Maroc. Je vous avais prévenu, on est face à quelque chose de jamais vu. Et le plus fou, c'est que personne n'en a la cause. Officiellement, il n'y a pas un gus sur cette planète qui peut nous dire ni pourquoi, ni comment. Enfin, pas un. Il y en a peut-être un. Et oui, messieurs, dames, Pascal Pro. Quand le monde est dans le noir, il allume sa lumière et devient notre phare. Regardez-moi ça, la sagesse incarnée. Il a les réponses à toutes les questions. Panique générale quand il n'y a plus d'électricité dans un pays? Oui. Ah, Non. Les raisons de la... Oui. Non. Il y a beaucoup d'intox qui est mis en place et on parle d'un incident de l'interconnexion, etc. Bon, on peut imaginer que c'est une surproduction du solaire. Ah bon? Et qui a provoqué ça. Ben bien sûr. Et c'est un enjeu très important ce qui se passe en Espagne, parce que c'est là où le solaire a été le plus développé ces derniers mois. Mais restons sur ce qui se passe en France. Mais t'as pété un plomb. Même les chroniqueurs sur ton plateau, ils ne savent pas d'où tu sors ça, Pascal. Tu comprends? Même ton plateau est sidéré par ta bêtise. En fait, le gars ne pouvait pas accuser LFI. Il ne pouvait pas accuser la gauche. Alors il a cherché dans l'histoire le concept le plus à gauche qu'il pouvait trouver. Il s'est dit panneaux solaires, énergie renouvelable. Attends, mais c'est un truc de gauche ça. Et du coup, il les a accusés. Mais sans preuve, hein, sans rumeur, rien. Aucun chiffre qui va dans son sens. C'est juste qu'il a senti le truc comme ça. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. L'idiocratie, messieurs, dames. Vous savez ce que c'est? Eh ben c'est ça, le monde de demain. Cyril Hanouna serait sur le point de présenter sa candidature pour 2027. Et au début, je voulais pas en parler, mais si je vous le dis, c'est parce que cette rumeur persiste. Elle persiste depuis des semaines. La rumeur a tellement pris de l'ampleur qu'il se dit même qu'à cause de ça, Cyril Hanouna aurait perdu son contrat avec M6. Depuis hier, il y a même son programme qui circule un peu de partout. Immigration zéro, SMIC à 2300 euros. Les riches auraient une sorte d'obligation d'acheter dans l'immobilier pour héberger des SDF. Bref, à peu près tout comme à Narnia, mais avec l'immigration en moins, bien sûr. Et si vous me croyez pas, regardez. Ils sont carrément en train d'essayer de le crédibiliser dans les médias. Moi, si pendant 1 an et demi, le candidat Hanouna secoue le cocotier, ça va pas du tout m'embêter, ça va pas du tout me gêner. Voilà, pourquoi pas. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont secouer le cocotier. Je pense qu'on va avoir un grand nombre de candidats qui vont commencer à surgir, qui n'iront pas au bout. Parce que je pense On a beaucoup de candidats, alors des candidats classiques. Oui. Hein. Vous avez entendu Gérard Darmanin, Non, mais je Gabriel pense Attal, que- tout ça, c'est Oui, mais quasiment tous les jours. oui, mais je pense qu'on va avoir aussi quelques candidats un peu comme ça, hors système, qui vont sortir, venant soit de l'extrême gauche, soit plutôt de la droite radicale, etc. Soit, justement, je pense qu'Hanouna, ce qu'il essaie de concilier, c'est toute cette partie de la France périphérique, de cette France des Gilets jaunes, dont il a quand même fait partie, un des rares à les avoir invités, d'avoir senti les choses. Moi, je suis navrée, on pense qu'on veut de Cyril Hanouna, il a du pif. Il sent les choses, il sent les Français, il sent l'ambiance, parce qu'il a aussi ses émissions, son émission de radio.
Je ne vois pas derrière tout ça la main du groupe de Bolloré. Elle ne voit pas la main de Bolloré. Il est bien curieux ton choix de terme. Cyril Hanouna, il a dit mot pour mot, je cite, « Moi je ne mords pas la main qui me nourrit » en parlant de Bolloré. Mais bon, en tout cas, si vous voulez mon avis, tout ça, toute cette histoire, c'est de la flûte. De A à Z. Un coup de com'. Cyril Hanouna ne se présentera jamais aux élections présidentielles. C'est beaucoup trop risqué pour lui. Il ne peut pas prendre ce risque, tout simplement. Réfléchissez 2 secondes. De quoi il aura l'air quand il aura fait 2, 3, 4%? On n'est pas en Ukraine, les amis. Il n'y a aucune probabilité qu'il nous fasse une Zelensky. Mais à la limite, la vraie bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Cyril Hanouna, pendant qu'il sera occupé à nous faire sa fausse campagne, au moins, j'imagine qu'il va se calmer sur la pub pour les partis qui sont en concurrence avec lui, et donc l'extrême droite. Bon, et maintenant on va passer à Gérald Darmanin, notre ministre de je sais plus quoi là. Ouais, mais attendez, ils jouent au jeu des chaises musicales aussi, nos ministres. J'ai du mal à suivre, ils ont jamais le même poste. Bref, Gérald Darmanin qui est en ce moment, je crois, ministre de la Justice, qui va nous raconter sa nouvelle idée. Et attention, il l'a eu tout seul, hein. Il l'a eu tout seul. C'est ça qui est exceptionnel. Vous dites que vous voulez améliorer la sécurité dans les prisons. Avec quels moyens, avec quel argent? D'abord, je remercie le Président et le Premier ministre parce que le ministère de la Justice n'est pas touché par les annulations de crédit. Donc on va pouvoir continuer à construire, à équiper. Mais on part de très bas. Exactement, on part de très bas, mais on met beaucoup de moyens supplémentaires. On va construire des prisons plus vite, plus rapidement. On va équiper les agents pénitentiaires. Et puis chacun doit y participer. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir, c'est ce que j'annonce dans la lettre ce soir que j'ai mis sur les réseaux sociaux et que je crois vous avez, je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Donc ils vont payer pour être détenus. Combien vont-ils payer? Ils vont tous payer la même chose? C'est par jour, par mois de détention? On va en discuter. D'abord, il faut continuer le travail en prison. Il n'y a pas de raison que les détenus ne travaillent pas en prison. Une partie d'entre eux le font. Et puis, ils doivent payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Et puis, je pense que la participation, il ne s'agit pas de faire payer les 4 milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais, au service public de la justice, 4 milliards d'euros sur l'impôt des Français, me paraît une bonne mesure. Oui, bah oui. Il nous prend pour des débutants, celui-là. Déjà, quand t'as enfreint la loi, tu payes avec ta liberté et maintenant, tu vas aussi payer avec ton porte-monnaie. Double peine, cadeau, c'est Darmanin qui offre. Et surtout, quand les 3/4 des prisonniers vont être insolvables, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Eh ben, c'est très simple. On va créer une nouvelle aide pour payer les loyers des prisonniers. Mais oui, vous l'avez entendu, il l'a dit, comme dans les hôpitaux. Ceux qui ne pourront pas payer vont être financés par le système, qui lui-même est financé par les citoyens. Donc, abracadabra, c'est vous, c'est nous qui allons payer. Non, c'est beau, de la magie de ce niveau-là, j'ai rarement vu ça. Le dernier, c'était Gandalf. C'est vous dire, hein, le niveau de Gérald Darmanin. Bon, et maintenant, on va parler un peu de Bruno Retailleau. La honte de notre pays, messieurs, dames. Son comportement face à l'événement terrible qui s'est passé dans une mosquée du Gard est scandaleux. Non seulement il a pris tout son temps pour prendre la parole, mais jusqu'au bout, il va manquer de respect. Il a fait une erreur politique de ne pas se rendre immédiatement sur place. Il a attendu 2 jours, il y a été dimanche. Mais je pense que c'était volontaire. C'est ça qui est grave. Pourquoi c'était volontaire, le ministre de l'Intérieur? C'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il n'avait pas toutes les infos et qu'il attendait d'en savoir plus. C'est pas crédible, puisqu'il y a une vidéo où l'attaquant insulte la religion et frappe un homme qui est en train de prier. Donc il avait parfaitement toutes les infos. Et de toute façon, même s'il n'a pas tout de suite toutes les infos, il aurait dû faire comme il fait à l'égard d'autres religions, c'est-à-dire se déplacer tout de suite. Et la deuxième différenciation, parce que ce qui compte, c'est la différenciation. C'est ça qui fragilise une société. Et en plus, qui peut nourrir les radicalisés. Parce que les radicalisés se nourrissent justement des frustrations et des souffrances. Et donc, il y a une deuxième différenciation, c'est qu'il n'est pas allé dans la mosquée. Il s'est cantonné à la sous-préfecture. Or, partout où il y a eu des crimes commis dans les synagogues ou dans les églises, des crimes abominables, il s'est rendu dans les lieux de culte, puisque ça ne porte pas atteinte à la laïcité, il est ministre des cultes. Et enfin, et je remarque que Alain Duhamel utilise le mot islamophobie à juste titre. Il relance en plus une polémique en disant que l'islamophobie n'existe pas. Manuel Valls a dit la même chose. Et ça, c'est insupportable. C'est le terme, en fait, qui est contesté parce que ils disent que c'est un concept qui a été mis en place par les islamistes pour empêcher toute critique de la religion. Ils parlent plutôt d'actes anti-musulmans. Mais c'est faux.
Non, mais c'est ce Oui, qu'ils disent, ce c'est qu'ils leur disent, argument. C'est ce qu'ils disent. Mais vous voyez, quand on conteste le vocabulaire, c'est qu'on conteste les faits. Et ça aussi, il faut faire attention. Alors, le terme islamophobie, faut... Mais ça fait des années qu'ils nous disent que ça n'existe pas, arrêtez de mentir. L'argument c'était, je cite, l'islamophobie est une opinion. Opinion, parce qu'on a le droit de critiquer une religion, ce qui est interdit c'est de critiquer les religieux. Enfin, critiquer, je m'entends, un joli mot pour dire qu'on a le droit de cracher de la haine. Et maintenant ça nous dit oui, non, mais c'est pas ça, c'est sémantique. Vous comprenez, islamophobie, sémantiquement, ça ne veut pas dire ça. Mais allez vous faire foutre, c'est bon, on ne vous a pas entendu négocier sur le terme antisémite. Excusez-moi, non mais je vais le dire. La dernière fois, il y a une manifestante pro-palestinienne qui s'est embrouillée devant une boulangerie juive. On a dit dans tous les médias que c'était une antisémite. Je suis pas fou, ça s'est passé ça. Alors pourquoi on vous entend négocier sur les termes quand un truc de fou se passe dans une mosquée? Je veux dire, on peut pas être plus dans le thème là. Non, vous prenez les gens pour des idiots. Le 2 poids 2 mesures, vous ne le cachez même pas. Bon, et maintenant pour terminer, on va passer sur un sujet qui n'a rien à voir. On va se diriger vers un extrait de David Guiraud qui nous parle du vrai problème dans ce pays. Ah, le vrai problème, le problème qui fait que tous les 4 matins, on nous dit « serrez-vous la ceinture ». Bonjour à tous, David Guiraud en direct de l'Insoumission. Bienvenue à Roubaix, on vient de finir un meeting avec plus de 600 personnes. On était très heureux de se retrouver pour parler de paix, pour parler de 6ème République et puis aussi pour parler d'unité du peuple, et unité qui est d'abord politique, celle de la paix sociale, mais aussi celle de l'unité sociale du pays qu'on est en train d'attaquer gravement. On nous répète depuis des années que le pays et que l'État est en grave déficit, vous l'avez sûrement vu à la télé en permanence. La vérité, c'est que quand on regarde un peu les chiffres financiers, l'État français n'a jamais récolté autant d'argent des impôts de son histoire. On n'a jamais été aussi riche et pourtant on n'a jamais été autant en déficit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on a essayé de démontrer ce soir, c'est qu'on a parmi le budget français le premier impôt du pays qui s'appelle la TVA, que vous connaissez tous et toutes. Si vous allez faire vos courses au supermarché, vous verrez qu'à chaque fois vous avez des taxations sur la consommation. La TVA, c'est un impôt sur la consommation. Et bien cet impôt qui rapporte aujourd'hui plus de 200 milliards d'euros par an à l'État, vous en avez la moitié qui n'est plus dans le budget de l'État. Cette moitié de TVA, c'est 100 milliards d'euros de TVA, ce qui représente une masse considérable. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on nous embête pour des histoires de 10 à 20 à 30 milliards d'euros. La TVA, cet argent-là, 100 milliards d'euros, est détourné du budget de l'État pour le placer dans le budget de la sécurité sociale et dans le budget des collectivités territoriales, qui sont des budgets à part de celui de l'État. Donc, on ne finance plus notre école publique, on ne finance plus beaucoup de choses. Pourquoi? Pour compenser des exonérations de cotisations et des réductions d'impôts qui ont été faites aux plus riches fortunes de ce pays. Je vais vous prendre 2 exemples. Premier exemple, c'est la sécurité sociale. On met quasiment 60 milliards d'euros par an maintenant de la TVA dans la sécurité sociale parce qu'on a fait des exonérations de cotisations. Vous savez, à chaque fois on dit qu'il y a trop de charges, etc. Notamment le CICE de François Hollande qui a été transformé en exonération de cotisations. Eh bien, ces 60 milliards d'euros de la TVA maintenant compensent ces exonérations de cotisations. Autre exemple, celui des collectivités locales. On a fait par exemple la suppression de la taxe d'habitation. Alors c'est vrai que certaines des classes moyennes étaient un peu touchées par la taxe d'habitation. Mais la vérité, c'est que la taxe d'habitation, elle a profité à 50% aux plus riches de ce pays. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient le plus imposés sur la taxe d'habitation. Et bien on a supprimé cette taxe d'habitation. On n'arrête pas de nous le dire à la télé. Le problème, c'est que cet impôt, il n'a pas disparu puisqu'il a été compensé. Et il a été compensé par quoi? Par l'argent de la TVA. On a fait la même chose pour les collectivités locales avec la suppression des impôts de production. Voilà. C'est jamais des taxes qui ont complètement disparu en fait, c'est des taxes qui ont été compensées avec votre argent. Donc ce que payait avant le grand patronat, ce que pouvait payer une partie des classes moyennes, c'est vrai, mais surtout les classes les plus aisées de la population, c'est vous maintenant qui le payez avec l'argent de votre consommation, celle de la consommation populaire et avec l'argent de la TVA. Voilà comment, par quel tour de passe-passe, le gouvernement arrive à vous faire croire qu'on est en déficit alors qu'en réalité, on n'a jamais été aussi riche de l'argent de nos impôts. C'est juste qu'on vous vole cet argent pour le mettre directement dans le grand capital et dans les grandes fortunes. À bientôt et merci à vous. Ah bah c'est sympa ça, 100 milliards par an qui disparaissent. Et en plus, la TVA, on est sûr que tout le monde la paye. On est peut-être face au plus gros braquage de l'histoire de l'humanité. Et à part David Guiraud, j'entends
personne n'en parlait. C'est un truc de fou, à croire qu'ils mangent tous sur le gâteau. Ah mais j'ai une révélation tout à coup. C'est sûrement dans la TVA que Darmanin va piocher l'argent pour ses prisons-hôtels. Les mecs sont persuadés que la TVA c'est un cheat code. Quand t'es au gouvernement, tu peux piocher dedans comme tu veux. Mais allez-y les gars, y a pas de souci. C'est juste l'impôt le plus injuste du pays. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.